Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. L'année 2023 tire à sa fin et il est temps d'en tirer les conclusions et d'en marquer les grands moments comme il est de tradition. Une année très riche en grands projets, mais une année qui a été marquée à ses débuts par une inflation significative. Le pays a fait face, le gouvernement a pris les mesures qui s'imposaient et les choses ont commencé à rentrer, en principe du moins, dans l'ordre. Cette année aussi, le Maroc annonce son entrée dans le club très fermé des constructeurs automobiles avec les 2 prototypes qui ont été présentés à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sur le plan sportif, on peut parler de consécration des efforts menés par le Royaume depuis 20 ans. Et comme chacun le sait, le Maroc abritera la CAN 2025 et aussi, avec l'Espagne et le Portugal, le Mondial 2030. Et nous arrivons au 8 septembre. Le Maroc tremble, sol et population. Un violent séisme frappe la région de Haouz, faisant près de 3000 morts. Le pays se mobilise dans un extraordinaire élan de solidarité. Le roi est sur le pont, prend les décisions et oriente le gouvernement pour venir en aide aux populations sinistrées. Nous reviendrons sur la teneur des 3 discours de Sa Majesté avec le sérieux comme thème phare du discours du trône, la solidarité publique et civile lors du discours d'ouverture de la session d'automne du Parlement et le concept d'afro-atlantisme développé par le souverain le 6 novembre. Et enfin, cette visite aussi historique que pragmatique rendue par le souverain aux Émirats arabes unis. Une année riche donc, très riche, dont nous essayerons de faire ressortir les grandes dates et les non moins grands événements avec nos invités. Ali Harichi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis, Casablanca. Driss Essaoui, bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes analyste politique. Aziz Daouda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et sportif et vous êtes aussi directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Merci à vous 3 d'être avec nous. Première question, je commence par vous. Vous êtes à ma droite, Aziz Daouda. Si je devais vous questionner sur le moment que vous retiendriez pour cette année, lequel est-il ? Ils sont nombreux les moments, mais pour moi le moment c'est celui de l'annonce de la candidature du Maroc, de l'Espagne et du Portugal à la Coupe du Monde qui s'est passée dans une assemblée générale sur une terre africaine. Et les 3 pays candidats avaient laissé la primauté à Sa Majesté pour présenter justement cette candidature. Ça a été présenté par le ministre de l'Éducation nationale et des Sports en assemblée générale de la Confédération. C'est la première fois que ça se passe ainsi. Oui. Et donc c'était un moment très fort qui avait surpris le monde entier. D'abord, parce que ce n'était pas le moment habituel pour tout le monde a été surpris par l'annonce, exactement. On se rappelle. Et le fait que ce soit un chef d'État qui le fasse, c'était quelque chose d'inédit. Et ça laissait augurer, bien évidemment, que par la suite, la Coupe du Monde allait effectivement être octroyée au Maroc, l'Espagne et au Portugal. Et donc, pour moi, c'est le moment le plus fort. Parce qu'il est déterminant pour les 6 ou 7 années à venir et peut-être après. Même pour les suivantes. Bien sûr. Même pour les suivantes. Ali Harichi ? Pour moi, c'est le tremblement de terre. C'est un tremblement de terre, mais c'est les cœurs qui ont tremblé, les yeux qui ont larmoyé, et puis cet élan de solidarité dont vous avez parlé. Cet élan de solidarité, peuple, roi et nation, de tout le monde, de tous les Marocains, on a vu un élan de solidarité extraordinaire, à la mesure de la secousse, ou qui dépasse la secousse, et nous avons vu un Maroc uni. Un Maroc uni non seulement pour faire la fête comme on l'a fait l'année dernière lors de la Coupe du Monde, puisque nous sommes arrivés à la demi-finale, mais aussi dans les moments du drame. Et nous avons vu cet élan magnifique qui témoigne que nous sommes un État-nation, un État multiséculaire, et puis un État dont les racines sont réellement enracinées dans une Afrique, et puis dans un amour de la nation, dans un amour de la patrie et dans l'amour d'autrui. Et quand on voit les gens qui appelaient pour ramasser les dons, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça démontre d'une nation, d'un État, d'un peuple, d'un roi qui sont unis, que ce soit dans les moments de bonheur ou que ce soit dans les moments dramatiques comme celui du séisme. C'est vrai, vous avez raison, ce que je vais dire va paraître peut-être un peu emphatique, mais c'est comme ça le peuple dans les rues. Il était dans les rues pour fêter l'équipe nationale, mais il était aussi dans les rues à faire les files, à prendre les files, à faire les queues. On a même parlé de grandes surfaces qui ont été pratiquement vidées de leurs produits et marchandises. Les Marocains étaient vraiment dans les rues pour porter secours à nos compatriotes de l'Haouz. Driss Essaoui. Je pense que les événements sont nombreux. Alors, c'est vrai que l'annonce de l'organisation par le Maroc, le Portugal et l'Espagne de la Coupe du Monde est un événement important. Il y a aussi le séisme qui a véritablement créé
un événement extraordinaire dans la mémoire collective marocaine. Mais moi, je voudrais juste vous rappeler une chose importante, c'est lors de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte. Le roi Mohamed VI a fait un discours qui va rester dans l'histoire. On va y revenir. Parce que, pourquoi ? Parce que pour la première fois, on est en train de parler de la dimension atlantique de l'Afrique et du Maroc. Et partant de quoi ? Partant de la ville de Dakhla, qui elle-même est aujourd'hui le portail ouvert sur tous les pays du Sahel. C'est aussi le trait d'union entre le Maroc et le Nigeria. Et c'est véritablement la clé d'entrée de ce que va être le gazoduc Nigeria-Maroc. Et je n'oublierai jamais que l'effort qui a été fait par le Maroc pour faire de Dakhla la perle des provinces sahariennes. Alors, moi, je vous rappellerai juste le port de Dakhla Atlantique, la double voie entre Tiznit et Dakhla, tout le travail qui a été fait avec les pays du Sahel pour en faire non pas des pays émetteurs de terrorisme, mais des pays émetteurs de gaz naturel. C'est-à-dire un changement d'approche, un changement de conception du problème sahélien qui n'est pas uniquement sécuritaire et militaire, mais qui est d'abord et surtout économique. Mais le fait de le faire comme ça change complètement la donne. On ouvre le cœur de l'Afrique, on le met au cœur de la Méditerranée. C'est extraordinaire. Et que les pays qui étaient censés être des pays pourvoyeurs de terrorisme sont aujourd'hui pourvoyeurs de richesses et de bonnes choses pour les pays européens, pour les pays méditerranéens. Donc vous retenez le discours du 6 novembre. Absolument. Le discours du 6 novembre, séisme mondial. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements, mais cette année était particulièrement, je l'ai dit en ouverture, était particulièrement riche en événements. Elle n'a, Aziz Daouda, pour autant pas commencé sous les meilleurs auspices, avec une inflation d'abord importée, puis une inflation qui est devenue domestique et qui a atteint les 2 chiffres en début d'année, en mois de février de mémoire. Est-ce que, selon vous, le gouvernement a su prendre les mesures adéquates pour la juguler ? D'abord, l'inflation, l'effet de l'inflation, l'effet psychologique de l'inflation est encore persistant. C'est-à-dire, à aujourd'hui, les Marocains parlent d'inflation. À aujourd'hui, les Marocains se plaignent des prix, se plaignent du pouvoir d'achat qui baisse, etc., qui a effectivement baissé de l'ordre de 3%. La problématique est que maintenant, est-ce que ce sont les mesures du gouvernement qui ont amené ce soulagement que nous vivons depuis disons, 1 mois et demi, 2 mois ? Ou est-ce que c'est juste la tendance mondiale qui a amené ça ? Moi, je pense que les mesures prises par le gouvernement ont apporté quelque chose. C'est incommensurable. On ne peut pas dire que ça a participé de X% pour le soulager un peu la situation. Toujours est-il que je suis de ceux qui pensent que si jamais ça devait se répéter, parce que malheureusement ça se répète, ce genre de crise économique, de crise inflationniste se répète disons, assez régulièrement, que l'on soit mieux préparé à cela, avec des mécanismes qui puissent justement permettre. Parce que là, on était dans la surprise. Et je pense qu'à partir de maintenant, il faut institutionnaliser certaines choses, être dans la prévention et être tout le temps prêt à supporter ce genre de cataclysme, parce que c'est un véritable cataclysme. Et les mesures qui doivent être prises doivent être de l'ordre législatif, mais aussi sur le plan de l'organisation même économique du pays. Je pense qu'il y a des efforts à faire de façon à ce qu'on ne soit plus surpris quand il y a une crise comme ça, que les mécanismes se déclenchent d'eux-mêmes, qu'on ne soit plus dans l'attentisme de la décision du gouvernement le jeudi, qu'est-ce qu'ils vont décider, ils vont octroyer une aide aux transporteurs, ils vont octroyer une aide à ceci ou à cela, que les choses se fassent maintenant à tête reposée et avec intelligence, et que la fois prochaine, quand ça va se produire, on ne sait pas quand, qu'on soit mieux préparé. Driss Aissaoui, Aziz Daouda nous dit que le gouvernement a pris les décisions qu'il fallait globalement, mais qu'il manquerait peut-être des mesures structurelles pour être prêt. Ce genre de plan comme pour les catastrophes naturelles, ça c'est des catastrophes économiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Le déclenchement de l'augmentation générale, du niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation qu'on a constatée, de 8%, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard. C'est quelque chose qui a été résultante d'une grande crise que toutes les économies du monde entier ont vécue. C'est les conséquences de
de la Covid, ces conséquences, si vous voulez, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est beaucoup de phénomènes ont participé à cela. Et effectivement, comme le dit Daouda, ce fut disons, quelque chose qui a surpris, parce que c'est arrivé d'un seul coup et ça a bouleversé toutes les Marocaines et tous les Marocains avec sa force, avec sa capacité de bouleverser tous les calculs. Mais je veux juste vous rappeler une seule chose, c'est que nous avons quand même des institutions qui s'appellent Banque al-Maghrib. Banque al-Maghrib, la Banque du Maroc, la Banque centrale, est une institution qui est complètement indépendante et qui est capable de faire un travail de fond sur la politique monétaire, sur la gestion des taux d'intérêt et sur la manière de gérer justement ces flux et reflux au niveau de l'économie pour faire en sorte que l'inflation ne dépasse pas le seuil historique que l'on connaît tous, à savoir moins de 2%. Et on est en train de revenir vers ça. Mais avant, c'était ingérable. Les 8%, c'était très grave. Ça arrivait jusqu'à 10% et quelques, 20% pour les produits alimentaires. Pour les produits alimentaires. Donc, nous étions dans une situation inqualifiable. Mais je pense qu'aujourd'hui, on l'a déjà dépassé. Nous, on s'est inscrit dans une perspective positive et d'avenir pour l'économie marocaine de manière générale. Allez, rien ne m'interdit de donner mon avis aussi, vous savez. Il me semble que, vu les raisons, comme le dit Idriss Issaoui, comme le dit Aziz Daouda, vu les raisons, il y a eu quand même une certaine maîtrise, aussi bien au niveau de la Banque du Maroc qu'au niveau du gouvernement, puisque nous n'avons plus cette inflation. Et les prix sont toujours chers. On ne peut pas dire que les prix ont baissé, ont rejoint leur niveau d'avant, mais il y a eu quand même une certaine forme de maîtrise de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous souscrivez à ça ou pas. Vous n'êtes pas obligé, hein, oui, votre avis. Sûr. Certainement. De toute façon, pour parler de l'inflation, certes, il y a ce qui est conjoncturel. Oui. Il y a eu la Covid-19, et puis il y a eu la guerre russo-ukrainienne, et dans les conséquences, c'est la montée des prix des carburants. Et puis, il y a eu aussi la sécheresse qui est là. Maintenant, on parle même d'une 6e année de sécheresse. Donc, tout cela fait que tous ces éléments conjoncturels ont contribué à l'inflation. Mais il y a aussi ce qui est structurel. Il y a aussi certains mécanismes, à mon sens, qui n'ont pas été utilisés parfois pour contrer l'inflation. Nous savons que nous avons une loi de la concurrence, une loi de la consommation, de la protection du consommateur, et qui peut être utilisée parfois pour stopper l'augmentation des prix, et c'est ce qu'on appelle le plafonnement des prix. Je pense qu'on en parle aujourd'hui, on en a parlé pour la loi de finances de 2024, c'est utilisé et c'est pour 6 mois. Donc il y a le mécanisme juridique ou institutionnel par lequel le gouvernement aurait pu parfois utiliser, surtout pour le prix du carburant. Donc, par conséquence, tous les prix ont augmenté suite au prix du transport et au prix du carburant. Et il faut aussi revenir à la compensation qui n'est plus la même, puisque le Maroc, c'est en 2016 que la caisse de compensation ne jouait plus le rôle sur plusieurs c'est-à-dire produits dans les carburants. Et c'est pour cela que parfois, quand il y a une conjoncture comme celle de la guerre russo-ukrainienne, et il y avait 2 conséquences, c'est l'augmentation du prix du blé et l'augmentation des prix du carburant dont nous sommes importateurs. Donc la conséquence était normale. Le gouvernement, il a essayé de stopper l'inflation d'une manière ou d'une autre, mais il y avait aussi des mécanismes qui devaient être utilisés comme celui du plafonnement. Maintenant, les prix, j'étais en train de voir les images des prix, c'est-à-dire alimentaires, des produits alimentaires, ne sont pas descendus au seuil du Marocain moyen ou de la classe moyenne, d'autant plus. Donc il y a un problème de la cherté de la vie. L'inflation, peut-être, il n'est plus là. Les chiffres ne sont plus là. C'est vrai, la Banque du Maroc. Moi, je dirais les chiffres ne sont plus alarmants, mais l'inflation est toujours là. Non, mais les chiffres sont là. Si on voit certains prix, ils sont aussi les prix des produits agricoles. Le taux. Oui, le taux d'inflation, mais les prix sont encore assez hauts.
Et ça, il faut et le mois de Ramadan, c'est dans 2-3 mois, c'est le mois de mars. Et même en dehors du mois de Ramadan, il faut voir la capacité des ménages de pouvoir surmonter ces prix, parce que les conséquences seront là. Donc il faut voir cette inflation, non pas seulement l'inflation, mais aussi par rapport ménage-prix des produits alimentaires, pour pouvoir avoir un certain équilibre et pour pouvoir, bien sûr, répondre aux attentes des citoyens dans le fait de pouvoir aller au marché et de ne pas être trop... Enfin, on est surpris, on n'est plus surpris avec certains prix. Alors, quand vous parlez de sécheresse et de stress hydrique, c'est gentil, vous me servez la transition. Je reviens vers vous, Aziz Daouda. Ça fait, cette année, serait peut-être la 6e année consécutive de mauvaise pluviométrie, pour ne pas dire sécheresse, mais enfin, on dit que stress hydrique. Et je vous rappelle, lors du discours d'ouverture de la session de l'automne du Parlement en octobre 22, Sa Majesté avait enjoint donc aussi bien le gouvernement que les parlementaires de réfléchir et de passer à la mise en place d'interconnexions hydriques entre différents bassins. Le premier a été fait exactement du nord vers le sud. Du nord vers le sud, du Soubou au Bourgrag. Ça a été fait en un temps record, 70 km pratiquement fait en 6-7 mois, pour la somme de 6 milliards de dirhams, avec l'ingénierie, avec tout qui a été fait. Tout a été fait par les Marocains, sauf les conduites, parce qu'il n'y avait pas le temps de les faire. Donc il fallait répondre au plus pressé. Mais pour autant, est-ce qu'il ne nous reste pas un long chemin quand même à parcourir pour essayer de compenser les déficits hydriques dans les autres régions? Par le passé, quand on avait une année de sécheresse ou 2 années de sécheresse, on espérait toujours que ça se rétablisse l'année d'après. Globalement, généralement, ça se rétablissait. Mais la nature ne trompe pas. Vous qui êtes de Marrakech, je vais vous rappeler une chose qui est significative. Vous connaissez bien l'oisillon Adak Tsebebt, Sherifa. À l'époque, à Marrakech, on nous disait que cet oiseau avait juré de ne jamais dépasser le Bourgreg, le Morber. Effectivement, en deçà du Morber, on trouvait cet oiseau qui est un oiseau de climat semi-aride. Mais on ne le trouvait pas au nord de Morber. Parce qu'effectivement, la ligne de pluie au Maroc, c'était le Morber. Aujourd'hui, il réside bien à Rabat. Il est là. Et ça fait quelques années qu'il s'est installé. Je ne connaissais pas celle-là, mais c'est parlant et c'est révélateur. Pour moi, c'est un signe révélateur du changement qu'il y a et que ça n'est pas juste une conjoncture, c'est une structure. C'est devenu comme ça et ça va être comme ça. Nous pouvons aussi regretter les années où les deux gouvernements précédents avaient pratiquement mis de côté les projets, justement, ces projets d'autoroute de l'eau, etc., etc. Donc il y avait toute une politique de l'eau qui avait été imaginée il y a 15 ans et qui avait été mise de côté et oubliée dans les tiroirs. Et aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. On est dans l'urgence. La problématique aujourd'hui, ça n'est même plus de voir s'il va pleuvoir ou pas, c'est de permettre aux Marocains d'avoir de l'eau potable chez eux et de permettre au peu d'agriculture qu'on peut encore sauver, parce que c'est ça la question, c'est qu'il y a des régions qui sont sinistrées aujourd'hui, qu'on peut encore sauver pour justement garantir un peu des prix, ne serait-ce que décents, parce que pour que les prix baissent, on sait qu'après une inflation, les prix ne baissent jamais. Ils vont fluctuer un peu, mais ils vont rester hauts. Mais comment faire face à la demande du citoyen marocain qui est habitué à un type de consommation en matière de légumes, en matière de fruits, etc., et qui ne va plus trouver aujourd'hui le prix de la volaille est en train d'atteindre des plafonds que jamais atteints. Donc, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inflation. C'est pour ça qu'il faut des mécanismes qui soient pérennes, mais des mécanismes solides, qui permettent justement d'amortir un peu la question. Mais je pense que le gouvernement actuel est en train de prendre les mesures nécessaires, puisqu'on a vu cette réalisation magnifique de la jonction entre le bassin de Sbou et le Bourgreg. Et il faudrait peut-être accélérer davantage ce genre d'ouvrage et travailler davantage sur les barrages, travailler davantage sur les réserves d'eau, travailler davantage sur la désalinisation. Ça coûte de plus en plus cher. Malheureusement, si on l'avait fait il y a 15 ans, ça allait coûter beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'énergie qu'il faut, parce qu'avant, on n'avait pas l'énergie qu'il faut. On ne produisait pas assez d'énergie. Aujourd'hui, on en produit assez. Donc, on peut faire face. Mais on peut faire face jusqu'à quelle limite? Parce qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord sur le futur de l'agriculture au Maroc. Quel type d'agriculture pour ce pays? Est-ce qu'on est encore un pays agricole? Est-ce qu'on est encore un pays à exporter de l'eau? Parce que quand nous exportons des légumes ou des fruits, c'est de l'eau que nous exportons. Est-ce que nous sommes encore à même d'exporter cette eau? Et est-ce qu'on exporte ces produits au prix réel de ce que ça coûte au Maroc? Ça appauvrit le sol, ça pompe l'eau et ça part être consommé à des prix, disons, concurrentiels pour l'Europe, etc. Mais
qui demande au Maroc un effort. Je ne sais pas si on peut supporter ça financièrement. Alors, question au pluriel pertinente que vous posez, Aziz Daouda, et je demanderai à Al-Harissi d'y répondre. On en parlait en antenne. Est-ce qu'il ne faut pas... On sait que 88% de l'utilisation de l'eau part dans l'agriculture. On sait que les barrages sont à peu près à 22, 23, 25%. Est-ce qu'il n'y a pas une restructuration à faire, justement, pour parer à la réalité hydrique qui est la nôtre et qui n'est pas toujours très rassurante? Tout à fait. Vous avez d'abord cité le discours de Sa Majesté qui avait clairement dit que le problème hydrique ou le problème de l'eau, il est structurel. Ce n'est pas une sécheresse, ce n'est pas la pluie qui ne tombe pas cette année, mais il est structurel d'une part, il n'y avait pas une politique convergente par rapport à l'eau. Il y avait plusieurs politiques de l'eau, et ça pendant plusieurs années, et malheureusement, donc ce qui devait être fait, comme vous avez dit, c'est Aziz Daouda, c'était resté dans les tiroirs. Donc chacun travaillait en silo. Alors on aurait pu avoir ces autoroutes de l'eau, on aurait pu faire le dessalement qui coûtait peut-être moins cher. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes devant un problème. Il y a moins de pluviométrie, mais il faut rationaliser l'utilisation de l'eau et la non-dilapidation de l'eau. Et j'aime bien la phrase, c'est qu'on est en train d'exporter de l'eau, peut-être pas dans les fruits et légumes, mais certains fruits et certains légumes. Quand on produit certains fruits et qui consomment par kilo de fruits 20 litres d'eau, ça, on exporte beaucoup d'eau. Et nous n'en avons pas. Donc, il faut rationaliser l'agriculture, une agriculture maraîchère qui consomme peu d'eau et qui garantit aussi la souveraineté alimentaire. Nous parlons de la souveraineté alimentaire. Donc, il faut plusieurs politiques, mais qui soient convergentes dans le sens d'avoir une utilisation à bon escient de l'eau, du peu d'eau que nous avons. Heureusement que nous avons fait cette autoroute de l'eau, mais aussi donc, le projet de dessalement qui va permettre aussi l'eau potable. Ça, c'est très important. Et pour l'agriculture, je pense qu'il y a eu certaines mesures qui ont été prises par rapport à certains fruits ou certains produits donc, agricoles, mais il faut aller dans ce sens-là. Moi, j'ai un exemple qui me fait mal. Moi qui viens de la région de Fès, et quand je parle de Moyen Atlas, je parle de Daït Aoua, de Daït Hchlef, de Daït Romi. Et quand je parle j'ai vu une photo hier de Aglmem Ouiwen, à côté de Khnifra, où il y avait peu d'eau, alors que pourquoi? Ce n'est pas parce que la pluie ne tombait pas régulièrement, parce qu'il y a une utilisation incroyable de l'eau pour certains produits agricoles. Donc, on pompe dans les nappes phréatiques. C'est ça ce qui fait mal à un terrain, à une terre qui a pendant des siècles, qui a pu survivre et pu produire de l'agriculture. Donc, cette utilisation doit être rationnelle et il faut voir. Donc, parce que l'eau, c'est pas rien. L'eau, c'est la vie, c'est la souveraineté. Et c'est aujourd'hui, de par le monde, il y a des problèmes. C'est la source de la vie. C'est la source de la vie. Driss Issaou, je vous ai laissé pour la fin pour cette question de l'eau, parce que je sais que vous avez développé une certaine expertise dans ces questions agricoles et hydriques. Oui. Le gouvernement, depuis un moment, on n'est plus dans cette situation où l'on est pratiquement aveugle ou presbyte pour regarder ce qui se passe. Le Maroc a compris que la sécheresse est un problème de structure et il vit avec. Et les politiques de gestion optimale des ressources en eau sont justement appliquées de manière permanente aujourd'hui. Vous en avez parlé, Sa Majesté le Roi en a parlé au Parlement. Ils ont mis en place des structures qui fonctionnent comme cela. Alors je vais commencer par exemple pour la gestion de l'eau entre les bassins hydrauliques, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Et cette politique de transfert. Parce qu'en fait, le Maroc n'est pas le premier à réaliser les transferts d'eau d'un bassin hydraulique à un autre. Ça existe aux États-Unis, dans beaucoup de pays, et dans le Moyen-Orient encore davantage. Le transfert se fait actuellement, mais il ne se fait pas de manière mécanique, de manière opérationnelle. Ça va prendre un peu de temps. Mais le plus important dans ça, c'est la culture qui a été inculquée. On demande aux gens, qu'est-ce que vous allez faire avec cette eau? Regardez ce que vous allez en faire.
est-ce que vous êtes capable de dire combien vous allez utiliser et où vous allez l'utiliser? Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quand on fait de l'irrigation avec de l'eau potable, ça veut dire que l'on est en train de faire de la dilapidation. La pastèque, quand elle est cultivée à côté des oasis, qu'est-ce qu'on fait? On pompe l'eau dans la nappe directement, on irrigue la pastèque et le rôle est joué pour l'agriculteur, pour celui qui veut investir. Il va gagner beaucoup d'argent, mais en principe, ils sont en train de casser complètement l'outil de production. Alors, aujourd'hui, il y a une réflexion plus intéressante, c'est-à-dire, au lieu de dire on va utiliser les nappes phréatiques, on va utiliser le dessalement d'eau de mer. Alors, c'est utilisé au niveau de la ville d'Agadir, du côté d'El Jadida, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de monter un système de partenariat public-privé extraordinaire qui permet de construire des usines de dessalement d'eau de mer que l'on peut utiliser pour l'irrigation. Et pour certaines régions, quand il y a un bon dessalement, on peut même l'utiliser pour boire. Alors, ça, c'est l'avenir. Le Maroc est inscrit dans cette logique. Alors, comment on va aller de l'avant? Comment aller de l'avant? Maintenant, nous avons des institutions qui ont fait un grand travail. Il y a le ministère de l'Agriculture pour commencer, mais il y a aussi le Conseil économique et social et environnemental qui a fait des études extraordinaires sur ce plan-là. Il y a aussi l'Institut royal de la recherche scientifique, l'IRES, qui a fait aussi des études très pointues et importantes et qui a fait des recommandations extrêmement intelligentes. Je pense que tout ça fait partie de l'arsenal que l'État marocain est en train de mettre en place pour faire face à cette question de l'eau qui va devenir la question de demain. Si vous avez de l'eau... Ah ben c'est celle d'aujourd'hui déjà. Mais on en parle. On en parle aujourd'hui, mais c'est-à-dire on veut vivre mieux demain. C'est ça le plus important. Très bien. C'est Aziz Daouda. Je vais vous dire un mot en arabe, ça va vous parler. Le jiddiya. C'est ce dont on manque, malheureusement. Voilà, c'est 14 fois, c'est le mot sérieux, cité 14 fois par le discours, Sa Majesté au discours du trône. Vous en parlez, j'ai la chair de poule, parce que quand j'ai entendu Sa Majesté en parler, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal qu'on en soit arrivé là, que ce soit Sa Majesté qui soit obligé de parler de ces choses-là. Il y a un tel déficit de civisme que nous constatons tous, malheureusement, et à tout point de vue. Il y a un divorce entre le citoyen et son administration, parce que l'administration n'a pas évolué, elle continue à avoir les mêmes réflexes que du temps du protectorat. C'est une administration de contrôle, une administration qui est pesante. On n'a pas évolué dans ces choses-là, et malheureusement, cela a impacté aussi le comportement du citoyen. Rassi, je vais vous dire encore. Le Rassi est devenu une façon de vivre. Et Rassi permet aussi des dépassements et notamment d'oublier un peu ce que peut être le jiddiya. Et malheureusement, sans cette jiddiya, sans ce sérieux, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas un domaine qui puisse progresser si les gens ne sont pas sérieux dans leur travail, s'ils ne sont pas sérieux dans leur comportement, s'ils ne sont pas sérieux dans leur rapport à l'autre et dans leur rapport à la nation. Nous sommes fiers de dire que, tout à l'heure, on parlait de cet élan extraordinaire pendant le tremblement de terre et après, et aujourd'hui d'ailleurs, ça continue, cette solidarité continue. On en parle un peu moins, mais elle continue au quotidien. Oui, tout à fait. On a montré des images fantastiques d'un pays merveilleux, d'une nation mais vraiment millénaire. C'est-à-dire, on a montré aux gens ce que voulait dire véritablement une nation, comment on pouvait définir une nation. Et malheureusement, par certains aspects, nous sommes en deçà de ce qui est attendu de nous tous, comme citoyens. Je ne critique personne, je suis certainement l'un des premiers à ne pas être très sérieux. Vous voyez, donc, je pense qu'on devrait revenir à ces valeurs que Sa Majesté a englobées dans ce terme très précieux qui est le jiddiya. Et à partir de ce moment-là, et puis dans notre éducation nationale, dans notre quotidien, il ne faut plus que la triche soit une façon de vivre. Il ne faut plus que le mensonge soit une façon de vivre. Il ne faut plus que la fainéantise soit une façon de vivre. Je pense que c'est le moment de nous bouger tous, pour justement répondre à cet appel royal. Jiddiya.
Oui, le Jiddia, donc le discours de Sa Majesté. Jiddia, je le dis en arabe parce que ça a beaucoup plus pèse, de portée en arabe qu'en français. En français, c'est le sérieux, bon. Mais en arabe, ça porte plus. Effectivement, Jiddia, dans le discours de Sa Majesté, elle pèse sur tous les niveaux, et à tous les niveaux. D'une part, c'est 14 fois qu'il l'a dit dans son discours. Ça veut dire qu'il insiste qu'il y a un problème, comme a dit structurel, que nous vivons, auquel nous participons d'une manière active ou passive. Donc, nous y participons, nous acceptons le non-sérieux. Moi, après ce discours, je me suis dit, il y a un triptyque sur le sérieux, la rigueur et la compétence. C'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut réussir. Si le sérieux, jiddia, la rigueur, c'est-à-dire aller de l'avant, travailler, et puis la compétence. La compétence, c'est très important avec le sérieux, avec la rigueur. Et si on voit ça, même institutionnellement et constitutionnellement, l'article 1er de la Constitution, elle parle de quoi? De la responsabilité et de la reddition des comptes. C'est ça, c'est la Constitution marocaine, il parle de la responsabilité et de la reddition des comptes. Et quand on parle de jiddia, elle doit être dans notre vie chaque jour. On parle de la triche. Oui, la triche, elle est partout parfois. On triche, les gens trichent. Parce que c'est pour passer rapidement, faire quelque chose, les gens trichent. Et on triche tous dans une certaine manière. S'il n'y a pas de sérieux, on ne peut pas avancer. Avec tout ce que nous fait le Maroc aujourd'hui, sincèrement, en infrastructure, en développement, pour un pays qui n'est pas assis sur des richesses minières ou des richesses, on va dire, d'énergie fossile. On est en train de faire un gazoduc pour faire arriver le gaz du Nigeria en traversant 13 États africains, en étant le pont entre l'Afrique et l'Europe, avec l'Atlantique, avec l'Afrique atlantique. Tout cela fait du Maroc les autoroutes, tout ce qui est fait, mais il faut qu'il y ait le sérieux pour que toute cette dynamique dans laquelle, c'est-à-dire nous travaillons tous avec une vision clairvoyante, royale, nous devons avoir le sérieux. Parce que parfois, je dirais à Sidaouda, peut-être parfois quand on voit un match de football, et on ne voit pas qu'il y a du sérieux parfois, on voit l'arbitrage ou autre, et on se dit non, les gens nous regardent. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que nous devons être l'image de ce que nous voulons être et de ce que nous sommes dans les valeurs qu'on nous porte. Alors, je suis pas très, très foot, mais je pense que cette question d'arbitrage remonte à d'autres... Non, même avec le VAR. Parfois, on ne voit pas. On s'est compris, mais bon, je crois que ça remonte à, on va dire jadis, ou là, on va dire naguère. Alors, Ali El-Harissi nous dit, Idriss Issaoui, que on n'a pas de ressources minières à part le phosphate et quelques autres choses, mais comme diraient les autres, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et il nous manque le sérieux, encore une fois. Alors ça a été des choses monumentales, phénoménales, qui ont été, pas par patriotisme débridé ou par chauvinisme primaire, mais bon, il y a des choses quand même fondamentales qui ont été faites sur les 10, 15, 20 dernières années. Ce discours de Sa Majesté, où il revient sur le sérieux, comporte une charge assez inhabituelle. Pourquoi maintenant et pourquoi il l'a dit autant de fois? C'est normal que ce soit inhabituel, parce qu'en fait, nous avons les discours de Sa Majesté qui sont, si vous voulez, le fer de lance de toute la réflexion de toute la communauté. Parce que nous sommes unis autour du roi, autour de la monarchie, pour faire de ce pays un pays qui a aujourd'hui 13 siècles d'existence. L'État moderne, depuis la création de la ville de Fès. Au moins 13 siècles. Au moins. On ne veut pas aller plus loin. La précision est importante. C'est-à-dire quand on parle de l'État-nation, c'est 13 siècles. Donc la dynastie alaouite, elle a 4 siècles d'existence. Ce qui est énorme, c'est important. Alors, quand vous avez un discours royal, et le roi s'adresse 2 fois, enfin au moins une fois par an aux 2 chambres réunies, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur donne des indications. Sa parole sur l'année à venir. Absolument, c'est-à-dire c'est les chantiers sur lesquels les parlementaires et le gouvernement doivent travailler pour se préparer à l'année à venir. Alors, le sérieux, c'est une indication pour dire aux gens, attention, vous vous êtes relâchés.
vous avez oublié vos responsabilités. Vous avez oublié que vous êtes obligé de vous prendre en charge, de prendre les citoyens en charge, et d'être véritablement à la hauteur de tout ce que le Maroc et les citoyens attendent de vous. C'est pour cela que son appel pour le sérieux a été un appel clair, dynamique, important et qui va rester dans la mémoire de tous les Marocaines et les Marocains. Personne ne dira que moi je ne sais pas. Ah non, c'est pas. Non. Il faut que les gens sachent que nous sommes en train de travailler pour un État moderne, un État du XXIe siècle, un État qui doit faire toute la différence avec tout ce qui existe autour de lui. 5 semaines après le discours sur le sérieux, il y a eu l'occasion de voir quand même du sérieux Aziz Daouda dans la gestion du séisme qui a frappé donc le 8 septembre 2023. Heureusement qu'il y a des dossiers qu'on traite avec beaucoup de sérieux, notamment les chantiers qui sont pilotés par Sa Majesté. Il a eu une réaction immédiate, donc il était en déplacement errante, réunion de crise, puis visite sur les lieux, puis première, deuxième et troisième réunion sur les différentes mesures à prendre. Pendant ce temps-là, sur le terrain, il y avait, on en parlait au niveau de la société, quand même beaucoup de sérieux dans la manière de traiter. Oui. Je vais vous demander juste, s'il vous plaît, parce qu'il s'est passé, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses cette année, donc d'être un peu plus succinct, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Non, succinctement, je pense que ce qui s'est passé autour du séisme, à partir de la soirée même du séisme, ce qui s'est passé a montré combien le Maroc pouvait se mobiliser, combien il était résilient, combien sa population n'était pas insensible à ce qui pouvait se passer à quelques kilomètres de soi, etc. Et donc, je pense que autour de ce qui s'est passé, on peut construire des choses. Et justement, il ne s'agit pas maintenant de dilapider cet esprit qui a été créé justement par ce séisme. Parce que, bon, malheureusement, c'est un malheur qui a quand même laissé plus de 3000 décès, et plus 300 000 personnes sans abri, etc. Et il faut rappeler que c'est venu juste après un autre séisme, celui de Hoceima. On n'a pas encore fini les conséquences de Hoceima, qu'on en a un autre, et j'espère que de telles catastrophes s'éloignent un peu de nous, parce que ça va pomper de l'argent, mais ça a créé une dynamique sociale, et ça va créer une dynamique économique. Et justement, il faut du sérieux pour gérer cette période, pour d'abord gagner le maximum de temps, et surtout être performant. Al-Harichi, sur le séisme. Oui, c'est un drame, en effet, mais la solidarité et le sérieux avec lequel cela est traité, puisque c'est quand même piloté par Sa Majesté, nous avons vu toutes les actions. Moi, pour être assez succinct, nous sommes quand même fiers d'être Marocains. Ce que nous avons vu au moment du séisme, nous sommes vraiment fiers d'être Marocains et de la réaction de tous les Marocains. Et j'étais très content quand j'ai vu le monsieur avec la bicyclette qui avait donné ce demi-sac en farine. Sincèrement, nous avons les larmes dans les yeux de voir ce monsieur avec cette manière de passer comme un ange. J'ai écrit un ange qui est passé, il a donné, il est parti. Il n'attendait rien en retour. Mais ça nous montre, voilà le Marocain. Et ça, c'est pas seulement... C'est du sérieux, et c'est de l'humilité, et c'est de l'amour de ce pays et de cette nation. Essaoui, toujours sur le séisme. On en a tellement parlé, sincèrement. On en parlera. Mais l'idée, on va continuer à en parler parce que c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire collective de tous les Marocains. La solidarité n'est pas un vain mot. La solidarité, elle était active, elle était sur le terrain. On l'a vu. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas seulement entraîné les Marocains, même les étrangers, même les touristes qui sont venus. Ils ont commencé à donner leur sang. Il y a les gens de par le monde entier ont ramassé de l'argent pour l'envoyer au compte qui a été créé auprès de Banque al-Maghreb. Et nous avons créé, et je pense que, mais ce qui est extraordinaire, c'était à la veille des réunions de la Banque mondiale et du FMI qui se sont tenues à Marrakech. Et nous nous souvenons que le FMI a fait des déclarations très importantes par rapport au Maroc, des engagements financiers sur 20 ans, un don sur 20 ans gratuit qui a été donné au Maroc pour pouvoir gérer ces difficultés. Et en plus, la Banque mondiale a aussi renforcé la ligne de crédit qui a été mise à la disposition du Maroc
encore une fois... Et les deux se sont retrouvés à Marrakech un mois et demi après. Un mois pile après. Un mois après, pile, ils se sont retrouvés à Marrakech. Ils ont discuté, ils ont pris des décisions. Et je pense que finalement, le séisme restera comme celui de Hoceima, comme celui d'Agadir, comme d'autres qui existent dans l'histoire marocaine, vont rester marqués d'une pierre blanche dans la mémoire de tous les Marocains. Messieurs, comme je vous vois intarissables sur ce qui s'est passé, je voulais vous faire réagir tous les trois sur chacun des grands moments de cette année. On va essayer de scinder tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Aziz Daouda, la persévérance paye. Oui. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Après une vingtaine, trentaine d'années Je suis chanceux de vous dire qu'en fait, vous voyez, j'ai participé aux premières candidatures, aux deux premières, notamment le dossier de la première candidature du Maroc. Et à chaque fois, bien évidemment, on était déçus parce qu'on considérait qu'on avait droit à cette Coupe du Monde et que la FIFA ne voulait pas nous la donner. À chaque fois, on trouvait des raisons, etc. Mais je pense que c'était une bonne chose. Parce qu'on va avoir la meilleure des Coupes du Monde du siècle au Maroc. Et c'est ça qui va être extraordinaire. C'est que on allait avoir une Coupe du Monde anodine, comme toutes les Coupes du Monde. Là, on va avoir la Coupe du Monde du centenaire, qui va se passer sur 3 continents. Non pas sur 2, avec la symbolique, avec l'Amérique latine aussi qui rentre en jeu, etc. Donc ça va être un moment fort, un moment fantastique. 3 continents, 3 civilisations. À nous maintenant de travailler avec sérieux, le Jiddiya, pour préparer ça et pour que ce soit véritablement, qu'on puisse réaliser les objectifs qu'on en veut. Parce que l'objectif n'est pas forcément celui d'organiser une Coupe du Monde. Ça, on sait qu'on est capable d'organiser une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que va nous laisser cette Coupe du Monde, le legs de cette Coupe du Monde? Parce qu'on l'a toujours vu comme un chantier fédérateur, comme un accélérateur du développement. Allez, Harichi, vous réagissez si vous voulez sur la question du mondial. Mais je voudrais revenir avec vous sur cette lettre adressée par Sa Majesté au chef du gouvernement fin septembre, où le souverain demande au chef du gouvernement d'ouvrir sous la supervision du ministère de la Justice, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la présidence du ministère public de larges consultations pour faire évoluer la question de la femme et de la famille d'une façon plus générale. Où en est-on 3 mois après? Il y a plusieurs commissions, ça travaille, ça prépare, il y a de l'écoute, que ce soit des partis politiques, des associations, des personnes, on va dire, de tout ce qui est intéressé pour... Mais le plus important, c'est 20 ans après, c'est une dynamique qui a été donc faite par Sa Majesté en 2004, lorsqu'il a fallu réformer le code de la famille qui s'appelait avant Moudouanat al-Ahwal al-Shakhsiyya, qui remontait à 50 ans. Les lois évoluent, les citoyens évoluent. Certes, les constantes sont là, on ne va pas les changer, mais il y a beaucoup de choses où on voit qu'il y a une forme de discrimination encore pour la femme et la famille. Et on parle de l'enfant aussi. Et même dans le discours du roi, il a parlé de l'enfant, c'est-à-dire dans l'élargissement de l'État social, des catégories. Il a parlé même des nouveau-nés qui peuvent bénéficier de l'État social, enfin de la subvention de l'État social. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là. 20 ans après, il fallait arriver à un changement au vu de tout ce qui se passe dans le monde, en gardant les constantes, mais en ne laissant pas une certaine discrimination par rapport à la femme, par rapport à la famille, pour beaucoup de questions que nous connaissons, par la garde ou par rapport au partage des biens. Donc, on a une famille. La structure du pays, c'est la famille. L'unité, il se fait autour de cette famille. Il faut protéger toute la famille et toutes les composantes de la famille, que ce soit la femme, l'homme ou les enfants. Alors, je vous ai tellement vu avec le maillot de l'équipe nationale que je ne vais quand même pas vous priver de dire quelques mots sur le Cannes 25 Mondial 30. J'espère que... Je vous vois sourire, donc je vois le bonheur qui est là, même le rire qui part. Oui, nous aimons notre pays, nous le portons dans nos cœurs, dans notre raison. La raison se mélange avec le cœur et avec l'émotion. Mais c'est vrai, nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un levier économique extraordinaire. Mais pour le foot, nous espérons remporter d'abord cette Coupe d'Afrique qui va être en Côte d'Ivoire et bien sûr avoir un doublé en 2025 ici au Maroc. Et pour la Coupe du Monde, c'est un succès, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons attendu pendant... Nous n'avons pas attendu, nous sommes bien préparés après 30 ans. Et là, aujourd'hui, nous sommes prêts pour accueillir cette Coupe du Monde qui est d'abord d'un centenaire, c'est très important. La Coupe du Monde du centenaire se joue chez nous. Et puis aussi
de pouvoir participer après le succès que nous avons eu. Et donc, il y a une année, presque une année, c'est une année, il y a une année pile que nous avions fait ces succès où tout le Maroc a chanté les âmes, et les cœurs, et les voix, et les yeux. Quand les planètes s'alignent, on se retrouve en demi-finale du mondial et 8-9 mois après, on se retrouve à organiser le mondial suivant. Driss Issa, vous avez 2 thèmes en retard, le mondial et le Moudouana, le code de la famille. Mais je voudrais vous faire réagir sur quoi vous avez commencé, c'est-à-dire l'afro-atlantisme du Maroc, l'afro-atlantisme royal décliné dans le discours du 6 novembre. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le discours du 6 novembre, je vous l'ai dit, il va rester gravé dans ma mémoire parce que la sémantique utilisée par le roi Mohamed VI, ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment on a fait cette capacité de démonstration par rapport à une situation que nous connaissons. Parce que je connais très bien ce qui se passe dans la ville de Dakhla et toute la programmation qui a été faite sur les routes, sur le port atlantique, etc. Mais j'imagine, parce qu'en fait déjà, on a commencé à travailler directement sur le gazoduc Nigeria-Maroc, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on disait, on va chercher les moyens, on va discuter, etc. Maintenant, c'est fait. 2024, c'est les premiers travaux, c'est les premiers coups de pioche qui vont être faits et les choix au niveau technique vont être finalisés. Ça ne pose aucun problème et la dimension atlantique va devenir une réalité et même sur la politique maritime du Maroc, c'est-à-dire qu'on va développer une flotte marocaine commerciale, mais pas une flotte de guerre, une flotte commerciale qui va faire évoluer les choses dans le bon sens. Autre chose, nous avons cette question sur le droit de la famille, on a parlé du code de la famille et pas le code de la femme. On n'est pas ici en train de faire les équilibres entre les genres. Sa Majesté a été très claire là-dessus. Je ne parle pas du droit de la femme en elle-même. On parle de la famille. La famille, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de ce que va être le tissu familial dans 20 ans, 25 ans, etc. Et c'est aujourd'hui qu'il faut y réfléchir. Il faut donner de soi-même, il faut donner les outils à tous ceux qui sont aujourd'hui capables de programmer des choses, de le faire et de le faire bien. C'est pour cela qu'il y a eu ces concertations à tous les niveaux. On est en train de tout préparer pour que la famille marocaine soit véritablement une famille du 21e siècle et pas une famille rétrograde qui va essayer de regarder par-dessus la jambe tout ce qui se fait. Alors finalement, nous sommes avec un pays qui a passé des moments des fois difficiles, mais ce sont des moments qui vont lui donner tous les moyens pour aller de l'avant. L'organisation de la Coupe du Monde, c'est l'événement du siècle. C'est l'événement du siècle. Il va transformer le visage de tout le Maroc, de toutes les villes marocaines. On va voir sur les liaisons avec le TGV, avec beaucoup de choses qui vont se réaliser. C'est grâce à ces chantiers qui vont être lancés et ça va se faire. Moi, je suis conscient que tout le travail qui va se faire dans les prochaines années, ça va être un travail utile, important et formateur pour tout le monde. Alors, quand on a parlé tout au long de cette émission, mais vraiment très rapidement, parce que pour chaque thème, il aurait fallu faire une émission, on a certainement dû la faire dans le débrief ou dans d'autres émissions de Medi 1 TV. Alors, on a parlé de l'eau, des interconnexions hydriques, on a parlé du mondial, on a parlé de la CAN, on a parlé de la LGV, on a parlé du gazoduc, on a parlé du Sahel et de l'Atlantique, on a parlé de la reconstruction de la région de l'Haouz. Tout ça nécessite de l'organisation, nécessite des partenariats, nécessite du financement. Et encore une fois, les planètes salines, Sa Majesté était en visite particulièrement importante et particulièrement porteuse aux Émirats avec Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed. Alors c'est une alliance très forte qui vient d'être conclue, Aziz Daouda. Et quelle visite. Et quelle visite. Quelle visite. Non, mais sincèrement, développement, tout banque, tout.
tout a été fait justement pour montrer l'importance de cette visite. Mais deux mots si vous permettez, sur l'afro-atlantisme du Maroc, c'est que nous sommes en train de retrouver nos fondamentaux historiques. Le port d'Essaouira jouait le rôle que va jouer Dakhla au XXIe siècle. On appelait le port de Tombouctou. De Tombouctou. Tellement, parce que c'était ça, c'est ces fondamentaux-là, c'est ce qui fait un peu la fierté des Marocains aujourd'hui. C'est qu'on est en train de nous retrouver. Historique, on retrouve voilà. Et on est en train de nous retrouver. On a peut-être tergiversé, on a peut-être perdu un peu les repères pendant quelques années, quelques décennies. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est sur la bonne voie. On va faire comme pour et justement, ces accords signés par Sa Majesté lui-même. C'est ça qui est important, parce généralement, on voit deux chefs d'État debout, assis devant eux à une table, des ministres qui signent. Là, ce sont les deux principaux romos, pour utiliser un mot encore, parce que Ramz, c'est encore plus fort en arabe, signer eux-mêmes ce pacte. Parce qu'en fait, ce sont des accords, mais c'est un pacte d'alliance invraisemblable entre les deux extrêmes du monde arabe. Vous avez les Émirats qui sont de l'autre côté là-bas et le Maroc qui est de l'autre côté. Et on va espérer que les autres Arabes se rejoignent un peu cette dynamique et que finalement on puisse avoir une concrétisation de ce que nous voulons pour cette partie du monde. Une minute pour chacun de vous. Je sais que ce n'est pas beaucoup pour parler de ce qui s'est passé aux Émirats. Le Maroc continue dans sa marche, dans un multilatéralisme gagnant-gagnant avec les amis, avec les pays qui respectent la souveraineté du Maroc sur son intégrité territoriale, avec les amis qui ont toujours été là avec le Maroc. Et d'ailleurs, cette visite-là, le plus important, ce qui a été pour moi, avant de voir même les mémorandums d'entente, c'est la visite et comment Sa Majesté a été reçue. C'est-à-dire tous les symboles étaient là pour montrer l'importance de cette amitié, de ces deux nations, de ces deux États. Et puis, bien sûr, ça permet un certain multilatéralisme et puis ça aussi une levée de fonds pour faire tout ce que nous souhaitons. Nous sommes en train de construire, que ce soit vers l'Atlantique ou avec l'Afrique. Donc j'aime bien, nous retrouvons nos fondamentaux. C'est ça, oui. Dernière prise de parole. Moins d'une minute, il vous a chipé quelques secondes. C'est pas sérieux, ça. 30 secondes, parler de sérieux. 40 secondes. Avec les Émirats arabes unis, notre histoire est très longue. C'est vrai que c'est un État moderne, c'est un État qui est jeune, mais c'est un État avec lequel le Maroc a beaucoup gagné. D'abord, nous avons les deux chefs d'État qui se connaissaient depuis leur adolescence. Aujourd'hui, ils sont tous les deux à la tête de deux pays qui espèrent être véritablement au top niveau. Alors, je vous rappellerai une chose importante, c'est que les Émirats nous ont aidés sur le port de Tangemed. Il fallait réfléchir comment faire en sorte que le port Tangemed devienne un ancrage pour la croissance et pour la création d'une zone d'activité en dehors du port. Ils nous ont aidés sur ça. Et ils nous ont aidés aussi sur toute la conception des ports que nous avons au Maroc. Parce que les Émiratis sont devenus excellents au niveau mondial sur la question des ports. Et nous avons également tout le partenariat qui a été signé par les deux chefs d'État, mais aussi en présence des grands ministres qui étaient présents. Mais nous avons dit que finalement, les deux pays ont ouvert un nouveau chapitre du partenariat arabe au niveau des Émirats arabes unis, et ça apportera énormément de choses pour les deux pays et pour les pays Mesdames, arabes. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Une belle année 2023 riche en événements. On espère donc une année 2024 encore plus fructueuse et en événements et en réalisations. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.